Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture où je vais vous parler des lectures que j'ai faites pendant mes 15 jours de vacances. J'ai lu 5 romans, je crois. Oui, c'est ça, 4 ou 5 romans. Alors vous me direz en 15 jours, c'est pas mal. C'est vrai que ça faisait quand même longtemps qu'on n'était pas parti et on a vraiment profité de ce séjour pour se reposer, pour visiter, pour profiter de ce qui nous entourait. Et j'ai lu aussi, hein, mais j'ai aussi privilégié un petit peu le repos, la découverte de là où on était. Et j'avoue que j'ai quand même lu 5 livres, hein, c'est quand même pas négligeable en 15 jours, hein, c'est pas mal du tout, vous me direz. Donc voilà, sans plus attendre, je n'ai pas le savoir que j'avais prévu une pile à lire assez conséquente pour le mois de la fantaisie. Alors autant vous dire que je n'ai pas tout lu. J'en ai lu 2 qui étaient dans ma pile à lire, sûr, et un tome 2 qui est de la fantaisie aussi, mais qui ne faisait pas partie de ma pile à lire du mois de la fantaisie. Mais bon, hein, l'essentiel c'était de se faire plaisir. Et donc, j'ai lu, enfin, si je vous mettais la couverture, ce serait quand même plus sympa pour vous. Alors, tic, 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 table des matières, vous en foutez. Couverture. Voilà, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais enfin bref. J'ai lu Les dossiers du voile d'Adrien Thomas, paru aux éditions Fleurus. Alors ici, je l'avais mis dans la catégorie rencontre avec le petit peuple, parce qu'il était question de fées, le troll et tout ça. Donc, effectivement, en lisant les dossiers du voile, je n'ai pas été déçue. On se trouve dans Paris, Paris tel qu'on le connaît, mais il y a ce qu'on appelle le voile. Et derrière ce voile, on a toutes les populations fantastiques qui vivent en marge des humains, à savoir les trolls, les vampires, les fées, enfin, tous ces peuples-là. Et chacun vit séparément du côté du voile. Ils font tous leurs petites affaires. Mais il arrive que les peuples qui se trouvent derrière le voile le traversent et commettent des actes un petit peu surnaturels qu'il convient de cacher bien évidemment aux yeux des humains. Et il existe une brigade de la police qui est chargée de maintenir un petit peu l'ordre là-dedans. Et donc du coup, on rencontre une agente, une policière, qui fait partie d'une des plus grandes familles du voile, et elle va enquêter sur des meurtres un peu, sur des meurtres très bizarres qui ont lieu dans le voile et où les corps sont retrouvés du côté des humains. Et au fur et à mesure de son enquête, elle va se rendre compte que bon, plusieurs grandes familles commencent à un peu montrer les crocs. Pour des vampires, c'est quand même assez drôle. Commencent à montrer les crocs et à se montrer très très dangereux parce qu'on est quand même à l'aube du déclenchement d'une guerre sans précédent entre les différents clans qui risque d'avoir d'énormes répercussions sur les humains. Mais au fur et à mesure de son enquête, elle va se rendre compte que les apparences peuvent être trompeuses et que c'est peut-être on a peut-être orienté son enquête pour qu'elle pense qu'une guerre va éclater, et alors que le mobile est tout autre. Et donc voilà, on a des personnages complètement grandiloquents, on a des... J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la sœur aussi de l'enquêtrice, elle a 14 ans je crois, j'adorais la famille, tous les enfants de cette famille ont des pouvoirs très spéciaux, et ça donne lieu à des scènes complètement hallucinantes, très très drôles, parce que les jumeaux ont quand même un sens inné pour les expériences scientifiques, au grand désarroi de leur mère, hein, qui est un petit peu obligée de rénover leur chambre à grands frais environ une fois par semaine. J'ai aussi eu beaucoup d'attachement pour le personnage de Félicia, qui est le bébé de la famille, mais qui n'en a pas moins de pouvoir. Elle le montrera d'ailleurs
dans le roman. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, elle met un petit peu de temps à se mettre en place, mais une fois que l'action est clairement bien mise en place, j'ai dévoré ce roman vraiment, pas quasiment d'une traite, mais j'ai bien lu la deuxième moitié de ce roman quasiment d'une traite. Euh, mais voilà, c'est très très chouette. J'adore l'univers qu'a créé Adrien Thomas. J'adore ce qu'il a fait et très sincèrement, la fin m'a fait penser qu'il y aurait clairement un tome suivant où on retrouverait les personnages parce qu'on ne peut pas les laisser, on ne peut pas les laisser en plan tels qu'on les a laissés. Ce n'est pas possible. Ah, effectivement, l'histoire se termine, mais voilà, on a tellement bien ancré les personnages qu'on ne peut décemment pas les laisser comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a encore énormément de matière à développer ces personnages. Et j'espère vraiment qu'Adrien Thomas a dans la tête de poursuivre l'aventure avec ces personnages-là. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est drôle. J'ai ri comme une baleine par moment. Il y a beaucoup d'humour. Il y a aussi un petit peu un attachement à tout ce qui a été fait avant en matière de musique, en matière de cinéma. Parce que voilà, il y a certains personnages qui disent que ce qu'on produit en matière de musique à l'heure actuelle et en matière de cinéma, ça a beaucoup moins de substance, beaucoup moins d'épaisseur que ce qu'on pouvait avoir en termes de qualité avant, avec les grands groupes de rock qu'on a connus, avec les grands cinémas qu'on a connus. Et ça m'a beaucoup fait rire. Comme quoi, je suis pas la seule à être villepot par moment, à vraiment aimer. Bon, alors je renie pas mon temps. Hein, je dis pas que ce qui se fait maintenant est complètement moche, mais il y a quand même certaines choses que dans, dans ce que j'écoutais quand j'étais gamine et adolescente qui valent quand même le coup d'être connues par les générations actuelles. Voilà, donc je vous encourage vivement à découvrir les dossiers du voile. Si vous aimez tout le bestiaire fantastique, vous n'allez pas être déçus. Si vous aimez des personnages percutants, vous n'allez pas être déçus. Et franchement, si vous aimez aussi des bonnes scènes de combat, vous en trouverez une là-dedans qui est absolument géniale, que j'ai eu énormément de mal à lâcher. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est mon premier livre d'Adrien Thomas et ce ne sera sûrement pas le dernier. Ensuite, toujours dans le cadre du mois de la fantaisie, j'ai également lu, et cette lecture-ci faisait partie de ma pile à lire du mois de la fantaisie, donc, j'ai donc lu, moi, ça vient, hein. Je vais pas aller faire pipi pendant ce temps-là, je sais pas, prenez une pause, ou avancer, je ne sais pas, voilà. Bon, il veut pas me mettre, ah si, voilà, il m'a mis la couverture. Ah. Donc, j'ai lu Magic Charlie, le tome 1, L'apprenti, de Audrey Alouette, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça faisait très, très, très envie que. Très, très, très envie. N'importe quoi. Ça faisait très, très, très longtemps que j'avais envie de découvrir ce roman. J'avais découvert ce titre sur la chaîne d'Alex Bouquinan Prada au tout début où j'ai suivi sa chaîne, soit il y a un peu plus d'un an maintenant. Comme vous le voyez, je suis un petit peu dure à la détente, hein, mais j'ai pris mon temps, mais j'ai fini par le lire quand même. Et bien m'en a pris. Hein, bien m'en a pris parce que j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré le personnage de Charlie, qui, quand il était petit, avait une relation fusionnelle avec sa grand-mère, qui était magicienne. Et à un certain moment, il s'est passé quelque chose de grave. Sa grand-mère a disparu pendant 5 ans. Et Charlie n'avait plus beaucoup de souvenirs d'elle quand il était petit. Et un beau jour, un coup de fil est donné au domicile de Charlie pour informer que la grand-mère avait été retrouvée dans un état lamentable. La pauvre femme avait perdu complètement ses souvenirs, elle était complètement hagarde, très amaigrie. Et la mère de Charlie a donc décidé de, que sa mère allait vivre avec eux. Et donc Charlie à la fois est content de revoir sa grand-mère, mais malgré tout, il a un petit peu de mal avec. Il ressent comme un sentiment de culpabilité et il ne se comprend pas vraiment pourquoi. Et
Et il est vraiment, voilà, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Et donc la grand-mère arrive à leur domicile, elle s'installe, et un soir que Charlie était avec elle dans sa chambre, il tombe sur une malle et il tombe sur un miroir. Et là, le miroir l'informe que c'est sa grand-mère qui lui parle, sa grand-mère un petit peu plus jeune qu'elle ne l'est actuellement, et qui l'informe qu'il est magicien et que il est arrivé quelque chose à sa grand-mère et qu'il doit absolument aller retrouver une personne qui s'appelle Maître Lynn et qui allait pouvoir l'aider à retrouver les souvenirs de sa grand-mère. Alors du coup, Charlie, il est complètement bouleversé par ce qu'il vient d'apprendre. Il est magicien, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Il va donc rencontrer Maître Lynn et là va commencer l'histoire proprement dite. Il va du coup apprendre quelle est sa véritable nature et il va tout faire pour aider sa grand-mère à retrouver ses souvenirs, à retrouver la personnalité qu'elle était. Il va découvrir quel genre de magicienne elle était et ce qui lui est réellement arrivé parce que il faut savoir que sa perte de mémoire n'est pas liée à une maladie, elle n'a pas la maladie d'Alzheimer, loin de là, bien que ceux qui lui ont fait ça veulent faire croire qu'elle est complètement sénile et malade. Non, elle a été victime d'un complot, elle a vraiment été victime de gens pas très cool. Et donc Charlie va tout faire pour aider sa grand-mère à récupérer ses souvenirs. Et là, on a toute une galerie de personnages hauts en couleur. On a Sapotille, qui est elle aussi magicienne et qui va être l'alliée de Charlie. Alors l'alliée, même si elle n'était pas spécialement hyper open au début, elle va quand même grandement apprécier Charlie. Il y a June et qui est également une amie de Charlie et qui, elle, collectionne les bêtises. Elle fait tout, voilà, elle fait des bêtises pour éviter de s'ennuyer, alors que c'est une gamine qui a vraiment un très très gros potentiel. Elle a vraiment une personnalité brute de décoffrage. J'ai encore en mémoire la scène où elle déboule dans le salon de thé avec le skateboard terrorisant les petites vieilles. C'était vraiment très drôle. Et on a Pépouze. Alors Pépouze, déjà le nom m'a fait mourir de rire. Pépouze est une serpillière, mais attention, pas n'importe quelle serpillière, c'est une serpillière magique. Et Pépouze va être une alliée de poids, si j'ose dire, pour Charlie dans sa quête pour aider à récupérer les souvenirs de sa grand-mère. Je crois savoir que le tome 2 est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Il va vraiment falloir que je me le procure parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. La fin du tome 1 donne clairement envie d'avoir le tome 2 à proximité, hein, je ne vais pas vous le cacher. Enfin, je me suis tellement attachée à ces personnages, à la grand-mère de Charlie, à Pépouze. Franchement, Pépouze, j'aimerais avoir une Pépouze dans ma vie. Tout le monde devrait avoir une Pépouze dans sa vie. Si vous lisez un jour ce roman, vous comprendrez pourquoi Pépouze pourrait vous changer la life complètement. Oui, messieurs, dames, ayez une Pépouze avec vous. Je peux vous dire que ça vous changerez. Bref, quand vous comprendrez, quand vous aurez lu l'histoire de Pépouze, vous comprendrez peut-être pourquoi et vous direz elle est complètement cintrée. Elle est complètement cintrée. Mais bon, j'ai eu un gros coup de cœur pour voilà, autant vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de la serpillière. Voilà. Autant dire, c'est assez rare pour être souligné sur le monde de YouTube et de Booktube. Encore une fois, je ne fais pas les choses comme tout le monde. J'ai un coup de cœur pour une serpillière. Voilà, je n'ai pas un coup de cœur pour les personnages principaux. J'ai un coup de cœur pour un personnage secondaire qui est une serpillière. Oui, ce sera le grand mot de cette vidéo. Ce sera je vais faire mon coming out de serpillière. Donc voilà, je vous l'informe, j'ai eu un coup de cœur pour une serpillière dans ce roman. Voilà. Donc voilà, si vous souhaitez quitter cette chaîne parce que j'ai eu un coup de cœur pour une serpillière, grand bien. Enfin voilà, je ne vous jetterai pas la pierre, loin de là. Moi-même, je suivrai une vidéo où une nana me dirait qu'elle a eu un coup de cœur pour une serpillière. Je réfléchirai peut-être à 2 fois avant de rester sur sa chaîne. Voilà. Bref, en tout cas, je vous encourage vivement à lire Magic Charlie. C'est vraiment un univers magique. Alors, certains feront le parallèle avec Harry Potter. Je dirais non, parce que c'est complètement différent.
Il y a beaucoup de magie, évidemment, dans ce roman, mais voilà, la comparaison s'arrête là. Il s'agit d'un jeune garçon qui pratique la magie, point barre. Mais voilà, toutes les comparaisons qu'il y a pu y avoir avec Harry Potter doivent s'arrêter là. Parce qu'il y a, voilà, les univers sont complètement différents, même si on parle énormément de magie là-dedans. Mais voilà, j'espère lire le tome 2 très très prochainement. Et enfin, j'ai lu un autre roman qui n'est pas du tout de la fantaisie cette fois-ci. Ah bah si, oh, excusez-moi, j'en ai oublié un. Ah là là, la bruit. Bref, alors celui-ci, quand je vais vous en parler, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur la chaîne, vous allez comprendre. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Donc j'ai lu le tome 2, La fille de la forêt, toujours d'Éléonore de Villepoix, paru aux éditions Hachette. Alors dans ce roman, évidemment, j'ai retrouvé tous les personnages du tome 1 avec grand, grand, grand plaisir. On les retrouve à la suite des événements de la fin du tome 1. Donc Arca est pas... bon, c'est difficile quand même de vous parler de ce roman sans spoiler un petit peu ce qui se passe dans le tome 1. En tout cas, on retrouve les personnages. J'ai trouvé que dans ce roman, ce tome 2 était un poil plus sombre que le tome 1. Il n'y avait pas cette légèreté qu'il y avait dans le tome 1. Ici, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. On est vraiment en prise avec les tourments profonds des personnages, avec leur passé, pas toujours très reluisant, faut bien l'admettre. Mais voilà, c'est ce qui va permettre aux personnages de ressortir grandis. Alors on retrouve évidemment Arca, on redécouvre l'Astyanax, qui a toujours un nom de somnifère, ou un nom d'antidépresseur. L'Astyanax, Prozac, bref. Voilà, ce nom m'avait beaucoup fait rire au tome 1. J'ai un peu moins buté de 2 sur le tome 2, parce que j'étais préparée à ça. Voilà, on retrouve Pyrrha, on retrouve Patrocle, enfin, tous les personnages de ce tome 2. Il y a des scènes particulièrement émouvantes dans ce tome-là. Il y a une scène vraiment, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup émue, un sacrifice qui m'a beaucoup touchée. Enfin bref, ça reste un de mes plus gros coups de cœur de fantasy de fin d'année dernière, début de cette année, La Ville sans vent. Alors il faut savoir que le tome 1 est finaliste, fait partie des 5 finalistes du PLIB 2021. Autant vous dire que c'est une de mes lectures chouchou. J'ai pas encore lu tous les finalistes, mais pour l'instant La Ville sans vent reste quand même parmi mon préféré, reste mon préféré. Mais voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler l'histoire, parce que voilà, il arrive énormément de choses au personnage. Je crois qu'Arca est quand même le personnage qui va le plus mûrir, le plus changer, parce que la Arca qu'on rencontre au tome 1 n'a rien à voir avec celle qu'on rencontre au début du tome 2. Déjà, elle a énormément évolué, et dans ce tome 2, elle évolue encore plus vers quelque chose que j'aurais pas imaginé pour elle. Je m'attendais à une fin un petit peu différente. Néanmoins, j'ai adoré la fin. Elle est dans la parfaite continuité de tout le roman, mais j'aurais peut-être aimé une fin un petit peu différente pour les personnages. Ça reste peut-être le seul tout petit bémol, et encore si on peut appeler ça un bémol, parce que franchement, voilà, il n'y a rien acheté dans ce roman. L'écriture est toujours aussi fluide. Éléonore de Villepoix a fait un travail fantastique sur ses personnages, sur la construction de son univers, sur la construction d'Hyperborée, qui est une ville sur niveau. Et franchement, pour un premier roman, il y a quand même un énorme potentiel. Je continuerai à suivre cette autrice de très très près, parce que franchement, j'ai beaucoup aimé sa plume, et je pense que c'est une autrice de fantaisie qu'il faudra vraiment suivre dans les années à venir. Voilà. Et enfin, je vais terminer par la dernière lecture que vous attendez tous. On est quand même à 26 minutes. J'ai été très bavarde sur ce coup-là. En même temps, hein, je vous ai laissé tranquille pendant 15 jours. Hein, donc, il faut quand même que je vous parle du reste. Pouic, pouic, pouic.
j'ai enfin lu, je vais vous dire enfin parce que ça faisait hyper longtemps que je voulais le lire aussi. J'ai lu L'île des oubliés de Victoria Hislop, paru aux éditions Les Escales. Alors si je vous parle de ce roman, c'est tout simplement parce que j'ai reçu de la part des éditions Les Escales la suite de L'île des oubliés qui s'intitule Cette nuit-là. Et comme j'avais pas lu le tome 1, je me suis dit, et que c'était quand même une suite, j'aurais trouvé dommage de pas avoir quand même savoir ce qui s'était passé dans ce tome 1. Donc du coup, je l'ai lu et on fait la connaissance d'Alexis, qui est une jeune femme qui suit des études d'archéologie. Elle est en vacances en Crète avec son petit ami et elle sait que sa mère a vécu toute son enfance en Crète, mais sa mère a toujours été très secrète sur son passé, sur son enfance. La seule photo qu'elle ait dans sa chambre est une photo d'un couple marié en tenue, voilà, qu'elle ne connaît pas, et elle a toujours essayé de vouloir en apprendre un peu plus sur le passé de sa mère, mais celle-ci, à chaque fois qu'elle abordait le sujet, elle se renfermait comme une huître. Et, euh, et du coup, juste avant de partir en vacances en Crète, elle s'en est ouverte à sa mère et elle s'est dit, bon ben voilà maman, puisque je vais partir plutôt je vais partir en vacances en Crète, j'aimerais bien aller dans le village où tu as grandi pour en apprendre un peu plus sur ton enfance. Et là, contre toute attente, sa mère lui a dit, écoute, pas de souci, je vais t'écrire une lettre pour une femme qui vit là-bas, une personne qui a été mon amie d'enfance, et tu vas aller la voir et euh, elle va te raconter tout ce que je ne t'ai pas dit, elle va te raconter l'histoire de ma famille. Et du coup, Alexis y va et elle va rencontrer cette femme qui va accéder à la demande de sa mère, de sa meilleure amie, et lui raconter l'histoire de sa famille. Et là, on est transporté en Crète en 1900, fin 1937-39, je crois, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, dans cette île magnifique qu'est la Crète. Je vous parle de cette île parce que pour moi, ça reste un voyage inoubliable, car ça a été mon premier voyage. C'est la première fois où je suis partie à l'étranger, c'était en Crète. Et ici, on va parler de Spinalonga. Voilà, Spinalonga, qui est une île très très proche de la Crète, qui a accueilli pendant des années ce qu'on appelle une léproserie. À savoir, c'était une colonie où on confinait les malades de la lèpre. Et dans cette île que j'ai visitée en 2013, quand on arrive là-bas, ce qui est surprenant, c'est le silence. Euh, il y a encore, quand on se balade dans les rues, il y a encore pas mal de choses, voilà, qui sont restées à l'abandon. On voit des marmites, on voit des cuillères, on voit des ustensiles, on voit des tables, on a les ruines de l'hôpital. Et à un moment, le guide nous emmène vers un tunnel où il y a une grille. Et on s'imagine parfaitement tous les gens qui étaient sur cette île et qui regardaient la Crète en face, euh, où les gens qui vivaient sur l'île de Crète étaient sains et n'étaient pas obligés de vivre cachés. Et du coup, dans ce roman, par le biais d'une histoire d'une famille, on va découvrir un peu le quotidien des gens qui vivaient sur cette île, de ces lépreux, parce qu'à partir du moment où on vous diagnostiquait la lèpre, vous deviez quitter immédiatement la Crète pour vous établir à Spinalonga. Et là, en l'occurrence, on suit l'histoire d'une femme qui était institutrice et qui a été envoyée à Spinalonga avec un petit garçon. Le petit garçon a été arraché à ses parents et cette femme a été obligée de quitter son mari et ses deux filles pour aller vivre là-bas. Et cette femme était l'arrière-grand-mère de... non, la grand-mère. La grand-mère
de la mère d'Alexis. Et voilà, on va avoir toute l'histoire familiale avec mêlée à l'histoire euh, l'île des lépreux. Euh, Par le biais de cette famille, on va y voir la vie, parce que beaucoup de gens s'imaginent que voilà, les lépreux qui y vivaient étaient complètement déformés par la maladie, qu'ils survivaient plus qu'ils n'y vivaient. Mais on apprend par le biais de l'histoire de cette famille que la plupart des malades vivaient comme vous et moi, ils vivaient dans des maisons, ils arrivaient quand même à subvenir à leurs besoins, à travailler, à faire leurs courses, bref, à oublier un tant soit peu la maladie pour les personnes qui avaient la maladie dans sa forme la plus légère, si on peut dire, bien qu'il y avait aussi des malades qui étaient très atteints par la maladie dans ses formes la plus grave et la plus ultime. Et on voit aussi le combat de ces gens pour aussi obtenir de l'État grec de quoi vivre décemment. Il faut savoir qu'au début, la colonie n'avait pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès à l'électricité. Ils avaient eu un générateur, un groupe électrogène, et il a fonctionné 3 jours, il est tombé en panne, et les gens se sont battus. Le gouverneur, parce que cette île était gouvernée par un gouverneur élu, euh, et ce gouverneur s'est battu pendant des années pour avoir ne serait-ce que des pièces de rechange. Et avec, voilà, avec le succès qu'on apprend à découvrir, et on a toute cette saga familiale qui est absolument géniale, avec des personnages attachants pour la plupart, d'autres qui vont grandement mériter ce qui leur arrive, malheureusement. Donc ceux qui l'ont lu comprendront de quoi je parle. Mais j'ai été très émue par le combat de ces gens qui non seulement souffraient physiquement de leur maladie, mais qui souffraient également de l'éloignement physique des leurs, parce que pour la plupart, peu, peu sont ressortis de l'île, ils n'ont pour la plupart jamais revu leur famille, et on sent encore l'émotion vive, le déchirement. euh, c'est comme un deuil en fait. Le deuil d'une personne. Enfin, c'est les deux filles d'Elini, de la jeune femme du début du roman, qui a été obligée de partir, de s'exiler sur Spinalonga parce qu'elle avait contracté la lèpre. D'abord, elles le disent bien, elles ont vécu 2 deuils. Le premier deuil, c'est de laisser partir leur mère là-bas sur l'île de Spinalonga, et le deuxième deuil est arrivé quand leur mère est vraiment morte, et ça a été très dur pour elle, et on sent toute la douleur, enfin, c'était très émouvant. Moi j'ai été très émue, et d'autant plus que voilà, en lisant ce roman, je me suis retrouvée sur cette île de Crète, quand j'ai sillonné les routes, quand j'ai sillonné les petits ports, quand j'ai sillonné les petits villages, quand j'ai sillonné les petites criques, et toute ma visite de l'île de Spinalonga m'est revenue en tête. J'ai trouvé ça mais tellement... Voilà, ça m'a rappelé d'excellents souvenirs, et d'autant plus que je reviens d'un séjour de 15 jours dans une île grecque aussi. Alors bien évidemment, c'était pas la Crète, mais ça m'a permis d'étirer un peu plus mes vacances, de profiter un petit peu plus de cette île, de cette chaleur, de ces gens aussi tellement accueillants, tellement contents de revoir des gens. Et c'était tellement chouette. Franchement, j'ai adoré. Je me dis, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de lire ce roman? Parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de le lire, d'avoir envie de le découvrir. Et du coup, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans la suite, bien évidemment. D'autant plus que je vais le faire assez rapidement, parce que devais le lire en lecture commune avec 2 copines, Elodie et Caro, de la chaîne Miss Caro Livre. Alors, je crois que les filles l'ont terminé. Moi, je ne l'ai pas encore commencé parce que j'ai un petit peu de retard. Et elles m'attendent pour pouvoir pour qu'on débriefe tout ensemble. Et je les remercie vivement d'ailleurs de m'attendre. J'ai vraiment hâte, hein, de me replonger dans l'histoire de cette famille, de retrouver les personnages. En tout cas, j'espère pouvoir retrouver certains des personnages rencontrés dans le tome 1.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est toujours très encourageant pour moi pour continuer de tourner les vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures, de très très belles semaines et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!